national d'Action laïque, c'est 5 organisations qui ont décidé de travailler ensemble à partir de 1953 pour la défense de l'école publique laïque. Il y a la FCDE, Fédération des conseils de parents d'élèves, il y a la Fédération des délégués départementaux de l'éducation nationale, il y avait en 1953 la FED, et aujourd'hui c'est UNSA Éducation et SEUNSA, et il y a la Ligue de l'enseignement. Et on a l'an dernier organisé donc ce travail, qui est un travail original. Vous en trouverez tous les documents possibles, imaginables sur le site que vous avez sur la diapositive. Il suffit que vous fassiez sur Google, CNAL, études sur la laïcité, et vous tomberez là-dessus. À partir de 2 éléments d'information, comment est-ce qu'on s'y est pris? On a commandé un sondage à l'Institut IFOP, et donc je vais vous donner un certain nombre de résultats. C'est la première fois qu'on pose autant de questions et qu'on va aussi loin dans les questions qu'on pose aux enseignants sur la manière dont ils vivent la laïcité au quotidien dans leur école, collège et lycée public. Donc ce sont des enseignants des écoles, collèges et lycées publics qui ont été interrogés par l'Institut de sondage, et nous-mêmes, les 5 organisations, parce qu'on a des militants sur le terrain, nous sommes allés à la rencontre d'1 millier d'enseignants, urbains, ruraux, REP, pas REP. On leur a en gros posé les mêmes questions que le sondage IFOP, mais comme ça n'avait pas la valeur statistique, scientifique du sondage, on a utilisé les réponses qu'ils nous ont données comme des illustrations, comme des éléments qualitatifs pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière les chiffres. Et encore une fois, vous trouvez tout cela sur le site du CNAL, parce que évidemment ce soir je ne vais pas aller très très loin dans toute la richesse de cette étude. Et c'est pour ça que nous l'avons sous-titré « Les enseignants ont la parole ». Alors, ce faisant, voilà, ça y est, ça va venir. Ce faisant, on voit, et ça va être l'objet de mon propos, une laïcité qui est aujourd'hui à l'épreuve dans nos écoles, collèges et lycées d'un certain nombre de fractures scolaires, sociales et culturelles. Et dans ce cadre-là, on voit combien il est important de s'organiser, donc de s'organiser pédagogiquement pour qu'il soit possible de faire comprendre à nos élèves ce qu'est ce principe d'organisation de la République, qu'est la laïcité. Et donc, ça sera aussi, ça parcourra d'une certaine manière l'ensemble de mon propos. Quand on regarde les résultats de ce travail, on voit que 5 constats apparaissent. Il y a un premier constat, c'est que les enseignants nous disent que ça va plutôt globalement bien. La situation est globalement apaisée. On parvient, nous disent les enseignants, à mettre en application le principe de laïcité. On parvient à faire comprendre que la laïcité ne combat pas la religion, mais elle tient à distance. Et si on prend un exemple, c'était dans le questionnaire, est-ce que la loi du 15 mars 2015, c'est la loi sur les signes religieux ostensibles à l'école, est-ce que cette loi est contestée? Très peu contestée. Et quand elle est contestée, 97% des enseignants interrogés nous disent on arrive à régler les difficultés en dialoguant. Alors c'est pas 100%, c'est-à-dire qu'il va y avoir, évidemment, il y a des difficultés, mais on voit que d'une certaine manière, et je commence par là, vous allez voir, il y a des difficultés quand même. Et le CNAL ne met pas la poussière sous le tapis. Mais on parle suffisamment de difficultés dans notre système éducatif pour ne pas finalement se satisfaire de ce genre de réponse. Diriez-vous que le climat scolaire autour de la laïcité est aujourd'hui dans votre école, collège ou votre établissement tendu 9%, apaisé 91%? Donc ça c'est très intéressant. Ça veut dire que si on met de côté les situations, et il y en a évidemment où les élèves ne situent pas encore la différence entre savoir et croyance, si on met de côté les provocations adolescentes, et on pourra en parler tout à l'heure, ce que nous disent les enseignants, c'est que globalement les problèmes rencontrés ne sont pas des atteintes insupportables à la laïcité. C'est un peu le message qui est transmis là.
chemin faisant, les enseignants nous montrent, encore une fois dans les écoles, collèges et lycées, qu'il se fait énormément de choses très intéressantes autour de cette question. Beaucoup d'activités quotidiennes, beaucoup d'activités disciplinaires, interdisciplinaires, de pratiques coopératives, de projets qui sont montés en interdisciplinaire ou en interniveau d'enseignement. Bref, il y a là toute une matière, et vous irez sur le site et vous verrez qu'il y a toute une matière très intéressante qui est une sorte d'hommage rendu à notre école. Il se fait du travail, on travaille à l'école, et notamment sur ce sujet-là. On parle beaucoup des difficultés, on a raison, mais médiatiquement, je pense que nous ne mettons pas nous-mêmes l'éducation nationale suffisamment en valeur, ce qui se fait de très très bien. Il y a quand même un petit bémol à apporter tout de suite à ce climat plutôt apaisé. Regardez ce qui se passe selon qu'on est établissement en REP ou non REP. C'est le petit pavé que vous avez sur la droite. En REP, les enseignants considèrent à 16% que la situation est tendue et non pas 9% moyenne. Et hors REP, c'est 7%. Ça veut dire, déjà une première information, c'est que les moyennes dans notre pays, de façon générale, ne veulent pas dire grand-chose. Quand on dit que c'est apaisé globalement, oui, c'est vrai, mais dans le détail, on voit qu'en éducation prioritaire, c'est quand même beaucoup moins apaisé qu'en dehors de l'éducation prioritaire. Donc évidemment, je reviendrai sur ces différents sujets. Donc ça, c'est la première nuance qu'il faut tout de suite apporter à ce climat globalement apaisé. Il y a une deuxième nuance d'un autre ordre qu'il faut apporter, c'est celle qui consiste à apercevoir, grâce à cette étude, et encore une fois c'est une première, il n'y en a pas eu d'autre, on aperçoit grâce à cette étude qu'il peut y avoir de la confusion dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, de la part des personnels, quand il s'agit de définir la laïcité. On a posé cette question, laquelle de ces formulations vous semble la plus proche de ce qu'est le principe de laïcité dans notre République? En premier, en second, donc vous avez les réponses. 56% de réponses, la laïcité c'est la garantie par la République de la liberté de conscience de chacun. C'est une très bonne réponse. Effectivement, c'est une bonne définition de la laïcité. C'est la neutralité de l'État par rapport aux religions et par rapport aux partis politiques, 54%, c'est toujours une très bonne réponse. Le vivre ensemble, pourquoi pas, bien entendu, puisque on dit, la laïcité, c'est le vivre ensemble. Mais là où ça se gâte un tout petit peu, c'est qu'on a 26% de réponses qui disent, ben oui, la laïcité, c'est l'absence du religieux dans l'espace public. Ce qui est faux. Ce qui est faux. C'est pas ça, la laïcité. Ça n'est pas l'absence du religieux dans la rue. C'est pas la tolérance. La laïcité, ça n'est pas non plus la tolérance. Ça ne se limite heureusement pas à la tolérance. La tolérance, c'est finalement, si je voulais la résumer, l'acceptation à rien dédaigneuse de l'erreur de l'autre. Donc la laïcité, ce n'est pas la tolérance. Donc, ça ne se limite évidemment pas à la liberté religieuse. Dans une république laïque, on a le droit de ne pas croire, pas seulement dans l'ordre des religions. C'est évidemment pas l'athéisme, alors il y a très peu de réponses, heureusement, bien sûr, la laïcité c'est l'athéisme, il y en a quand même, et puis un principe mis en œuvre par la République pour combattre les religions. Donc, la définition de la laïcité ne fait pas totalement consensus dans nos établissements scolaires, et évidemment, ça c'est une première information qui est de nature à nous interroger. D'autant plus que la mission des enseignants est très clairement affirmée dans les textes officiels. Vous avez là l'extrait de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation de programmation pour la refondation de l'école de la République. Vous avez deux phrases. Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect, l'égalité des êtres humains, la liberté de conscience et de la laïcité. Juste un instant sur ces deux phrases. La première, ça n'est pas une innovation, c'est pas la loi de 2013 qui écrit cette première phrase, c'est la loi d'orientation pour l'avenir de l'école de 2005, la loi Fillon. Je vous montre au passage qu'il n'est pas absolument nécessaire, quand un ministre arrive en responsabilité, donc en 2013 c'est Vincent Peillon, de supprimer tout ce qui a été fait avant. Je
je laisse planer un ange laïque sur l'amphithéâtre. Parce qu'on a considéré que c'était effectivement à garder, parce que c'était une très très belle formule. Simplement, on a estimé nécessaire avec Vincent Payon, quand j'étais auprès de lui, quand on a fait ça, après j'étais à la direction générale de l'enseignement scolaire, on a éprouvé le besoin de préciser ce qu'on entendait par faire partager aux élèves les valeurs de la République. Et donc, c'est la deuxième phrase. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Donc on a introduit la laïcité dans ce paragraphe important qui est maintenant dans le Code de l'éducation. Donc la mission est très clairement assignée, et donc si on veut la remplir, il vaut mieux définir correctement ce qu'est la laïcité. J'attire votre attention sur, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai mis à tous les élèves en gras. Évidemment, dans le Code de l'éducation, c'est pas en gras. C'est moi qui ai mis en gras. Alors pourquoi j'ai mis en gras à tous les élèves? C'est pour attirer votre attention sur quelque chose qui est important, je crois, de bien mesurer, c'est que notre mission de partage des valeurs de la République et de compréhension du principe de la laïcité s'adresse à tous les élèves, s'adresse à toute la société. Ce sont tous nos élèves, quels qu'ils soient, qui ont un besoin d'intégration à la République et de bonne compréhension des valeurs de la République. Si je veux enfoncer le clou, je dirais que nous commettrions une grave erreur, un grave contresens dans ce pays, si on considérait que seuls nos concitoyens de confession musulmane auraient à recevoir un brevet de laïcité. C'est toute la société qui a besoin de faire ce travail sur la laïcité, et pas seulement une catégorie de citoyens. C'est Régis Debray, dans son ouvrage qu'il intitule Fraternité, que je vous conseille de lire, parce que c'est quelqu'un qui écrit bien, il a cette phrase et il dit « Nous avons tous collectivement, depuis 30 ou 40 ans, commis l'imprudence de faire naître nos enfants sous X en matière de valeurs. » C'est-à-dire qu'on a trop longtemps considéré que c'était plus la peine de faire ce travail, ça avait été fait une fois pour toutes et qu'il n'y avait plus de difficultés. Donc c'est bien toute la société qui est en mal d'intégration. C'est le premier point de vigilance que nous devons avoir. Mais si on veut, là c'est la société qui est concernée, si on veut que les enseignants fassent ce travail vraiment de façon efficace, il vaut mieux que la société aille dans le même sens. Or, la société est parfois un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'elle nous demande, à nous, écoles, de transmettre un certain nombre de valeurs, et la société, dans le même temps, fait un peu le contraire de ce qu'elle nous demande de transmettre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc, ça pourrait nous décourager, parce que c'est vrai que c'est pas encourageant de travailler sur le sens de l'effort à l'école, et puis que la société montre à nos élèves des exemples de fortune amassée sans faire beaucoup d'efforts. Donc c'est vrai que là, il peut y avoir une petite distorsion. Ça pourrait nous décourager. Je pense qu'au contraire, c'est nous dire que notre mission n'a jamais été aussi importante. Alors parce qu'on voyait bien qu'il y avait ce flottement, on a mis en place la charte de la laïcité, parce qu'on estimait que ça pouvait être un outil pour faire comprendre ce qu'est la laïcité. Alors un outil pour les enseignants, et évidemment un outil pour les enseignants en direction des élèves. Vous la connaissez, je l'ai vue affichée partout dans cet SP, donc bravo. Je peux vous dire que quand on a installé la charte de la laïcité à compter de la rentrée de septembre 2013 avec Vincent Payon, on l'a inaugurée dans un collège de Seine-et-Marne à la rentrée de septembre 2013. Ne se sont déplacés que 3 journalistes. L'ensemble des médias a considéré, nous a dit, mais qu'est-ce que vous nous ressortez cette vieille lune de laïcité? Vous n'avez pas autre chose à nous montrer, un peu plus croustillant que la laïcité. C'est pas au Moyen-Âge, c'est en 2013. Il y a 5 ans, on nous a dit que c'était pas nécessaire de faire cela. Alors, il m'est arrivé, dans les premiers mois après 2013, et même encore jusqu'à 2015, après 2015, ça bascule, pour les raisons que vous imaginez. Mais jusqu'en 2015, il m'est arrivé, quand j'allais dans les établissements, ça c'est un réflexe d'inspecteur, œil circulaire dans le hall d'entrée, dans le bureau du chef d'établissement, j'ai fait 3 fois le tour, où est la charte? Et il n'y était pas toujours.
Et invariablement, quand je posais la question que j'allais aller sur la charte de la laïcité, vous ne l'avez pas affichée, invariablement la réponse c'était c'est pas la peine de l'afficher, on n'a pas de problème ici. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, tous les élèves ont besoin de ce travail. Parce que ce qu'il y avait derrière, c'est pas la peine parce qu'il n'y a pas de problème ici, sous-entendu, on n'a pas de population étrangère, on n'a pas de problème. C'est assez étonnant d'entendre ça, mais on l'entend. Alors, très rapidement, en quelques minutes, puisqu'il y a une difficulté à définir la laïcité, alors pas seulement à l'école, hein, dans la société, il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'instrumentalisation de la société. Regardez très très rapidement, alors là je le dis pour nos jeunes collègues, hein, ça peut être un outil dont vous pouvez vous servir. Cette charte de la laïcité, on l'a conçue de manière à ce que les élèves perçoivent immédiatement que la laïcité, c'est d'abord une liberté. Ça n'est pas une série d'interdictions. Donc, liberté évidemment de conscience, parce qu'on s'adresse à des jeunes, on précise chacun est libre de croire ou de ne pas croire, et évidemment ça entraîne la liberté des convictions, d'exprimer ses convictions, et toujours évidemment dans la limite de la loi et de l'ordre public. C'est une façon de dire, commencer à dire à nos élèves que la laïcité, c'est ce qui permet de garantir la mise en œuvre effective d'une valeur fondamentale dans notre République, qui est la liberté. Et cette liberté qu'il y a dans les écoles publiques laïques, ça aide les élèves, ça c'est donc l'article 6 de la Charte de la laïcité, ça les aide à forger leur personnalité, à exercer leur libre arbitre, ce qui ne serait pas possible s'ils vivaient dans un autre pays où il n'y aurait pas cette liberté de conscience. Et quand nos élèves comprennent cela, quand ils comprennent, et on a voulu enfoncer le clou dans cet article 6 en disant cette laïcité protège de tout prosélytisme, c'est comme ça qu'on peut forger sa personnalité. Je peux vous assurer, pour avoir vraiment parcouru le pays en long et large depuis plusieurs années, et m'adressant aux familles, m'adressant aussi aux élèves, quand ils comprennent cela, ils deviennent à leur tour des défenseurs de la laïcité, quand ils comprennent qu'elle protège, et que c'est évidemment pas, on n'est pas puni quand dans une république laïque, au contraire, on peut vivre en pleine liberté. Alors, ça c'est la première valeur, la liberté. Avec donc, comme je viens de vous le dire, la possibilité de forger sa personnalité. Là, je viens d'ajouter une diapositive compte tenu du contexte. Pour forger sa personnalité, il faut évidemment utiliser des méthodes qui libèrent les élèves de l'ignorance. Et donc, il faut les rendre actifs, comme on dit aujourd'hui, dans les apprentissages. Et dans l'enquête CNAL, on a quantité d'exemples, encore une fois, d'activités disciplinaires, interdisciplinaires, de projets coopératifs qui montrent que c'est comme ça qu'il faut faire. Si je fais cette petite assise, c'est qu'aujourd'hui on entend un petit discours qui va à l'encontre de la pédagogie. Le mot pédagogie devient même une insulte dans l'esprit de certains. D'ailleurs, on est vite qualifié de pédagogistes. Et on est qualifié de cela par des gens qui s'autoproclament républicains. Comme s'il y avait une opposition à faire entre républicains et pédagogues. Ce débat n'a aucun sens, ça nous a fait perdre beaucoup de temps ces dernières années. Et le comble, c'est que ceux qui attaquent aujourd'hui la pédagogie en disant on n'en a pas besoin, il suffit d'instruire les élèves, ils vont s'imprégner de ce que le maître va leur dire et tout ira bien. Le comble, c'est que ceux qui disent cela se réfèrent à Jules Ferry. Et évidemment, c'est une monstruosité, parce que ceux qui se réfèrent à Jules Ferry pour attaquer la pédagogie, sont au mieux des ignorants, au pire des charlatans. Et c'est le texte là que je vous avais passé un peu trop vite et que j'ai retiré. Voilà ce que dit Jules Ferry dans un congrès pédagogique. Ah tiens, Jules Ferry fait des congrès pédagogiques. Ah oui, il fait des congrès pédagogiques, il réunit des représentants des instituteurs de toute la France à la Sorbonne régulièrement. Là, c'est en avril 1881, et il tient ce propos à ces institutrices, à ces instituteurs qui sont devant lui. Les hommes d'Ancien Régime, donc c'est les hommes d'avant l'arrivée de Jules
Ferry au ministère de l'Instruction publique, donc avant 1879, donc le Second Empire et les monarchies, les hommes d'Ancien Régime, dans l'enseignement primaire, sont un peu surpris de ce que nous entreprenons. Ils sont même un peu choqués. Mais disent-ils, est-ce qu'autrefois, avec les anciennes méthodes, avec le programme restreint lire, écrire et compter, on ne faisait pas des élèves sachant bien lire, écrivant correctement, comptant à merveille, comptant écrivant peut-être mieux que ceux d'aujourd'hui au bout d'un an ou deux d'école? Alors on est quelques-uns ici à bien connaître Jules Ferry, moi j'imagine toujours dans son discours en faisant une pause là. Eh bien oui, cela est possible. Il se peut que l'éducation que nous voulons donner dès la petite classe nuise un peu à ce que j'appelais tout à l'heure la discipline mécanique de l'esprit. Oui, il est possible qu'au bout d'un an ou deux, nos petits-enfants soient un peu moins familiers avec certaines difficultés de lecture. Selon entre eux et les autres, il y a cette différence, c'est que ceux qui sont plus forts sur le mécanisme ne comprennent rien à ce qu'ils disent, tandis que les autres comprennent. Voilà l'esprit de nos réformes. Donc ceux qui se réfèrent à Ferry pour attaquer la pédagogie feraient mieux de se taire. Parce que quand on veut instruire les enfants du peuple, alors pas d'anachronisme, c'est pas l'école démocratique, l'école de Jules Ferry, il y a bien les deux écoles, et que là, l'école primaire, c'est l'instruction des enfants du peuple, et on veut tout de même les élever à un certain niveau de connaissance, il n'y a pas 50 solutions, il faut en effet une progressivité dans les apprentissages, prendre le temps, et puis utiliser des méthodes qui effectivement vont permettre aux élèves de comprendre ce qu'ils lisent et pas d'être des répétiteurs mécaniques de la méthode, quel que soit l'heure ou quel que soit le nom qu'on peut lui donner. Voilà. Donc, pour nos jeunes collègues, je pense que c'est peut-être intéressant d'avoir en mémoire cette citation de Jules Ferry. Ça, c'est la première valeur, liberté. La laïcité, c'est ce qu'on essaie de dire dans la Chambre de la laïcité, ça garantit la mise en pratique effective d'une deuxième valeur à laquelle nous tenons tous, c'est l'égalité. La laïcité implique le rejet de toutes les violences, de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons. On a éprouvé le besoin, parce qu'on s'adresse à des enfants, à des adolescents, à de jeunes adultes, dire qu'il y a dans cette égalité, il y a un ensemble, un sous-ensemble dont il faut absolument être très attentif, c'est l'égalité entre les filles et les garçons, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, liberté, égalité, ces deux valeurs, c'est ce qui donne du sens à notre projet commun. Et la laïcité garantit ces deux valeurs. Sauf que ça, pour l'instant, ce sont des mots. Pour que ce soit effectif, une république laïque utilise deux moyens. Donc elle garantit deux valeurs et elle utilise deux moyens. C'est ce qu'on essaie de dire dans la charte de la laïcité. Le premier moyen, c'est la séparation. La république laïque organise la séparation des religions et de l'État. Donc l'État chez lui, l'Église chez elle, les églises chez elle, c'est le paradoxe apparent de la laïcité. La séparation, c'est fait pour rassembler. Paradoxal. La laïcité sépare le pouvoir temporel du pouvoir religieux, le pouvoir politique du pouvoir religieux, le droit civil du droit canon, l'instituteur du curé, de l'imam, du pasteur, du rabbin, pour mieux rassembler les citoyens autour d'une valeur qui leur sont communes, notamment la liberté et l'égalité. Donc c'est parce qu'il y a cette séparation qu'on peut vivre dans un pays libre et dans un pays d'égalité. Et puis il y a un deuxième moyen, et je vais très vite, c'est la deuxième phrase de cet article 2, c'est la neutralité. Dans une république laïque, le moyen utilisé par l'État pour garantir la liberté et l'égalité de tous les citoyens, c'est la neutralité. La neutralité de l'État. Il n'y a pas de religion d'État, il n'y a plus de religion d'État à partir du moment où nous devenons une république laïque. Et avec une conséquence immédiate pour nos personnels, c'est que ça emporte évidemment le devoir de stricte neutralité des personnels qui représentent l'État dans les établissements, c'est-à-dire les fonctionnaires, c'est-à-dire les enseignants, dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Donc quand on est enseignant, on n'a pas le droit de manifester ses opinions politiques, religieuses, quelles qu'elles soient. Ça c'est très important. Liberté, égalité, neutralité, séparation, parce que notre projet commun, c'est pour ça que ça donne du sens à notre projet commun, notre objectif, au bout du bout, c'est ce qu'on a mis dans l'article 7 de la charte de la laïcité, au bout du bout, c'est de créer, de constituer une culture commune à tous les citoyens. S'il n'y a pas de culture commune, on a du mal, effectivement, à vivre ensemble.
scolaire, c'est les programmes. C'est grâce aux programmes scolaires, qui sont des programmes nationaux, qu'on peut construire cette culture commune à tous les élèves. D'où l'importance majeure, évidemment, des programmes dans une république laïque, des programmes scolaires. D'où aussi le constat qu'on peut faire que celles et ceux qui n'ont pas encore accepté le principe de laïcité, donc le principe de séparation, le moyen de séparation et le moyen de neutralité, quand ils critiquent la laïcité, c'est généralement qu'ils sont en train de s'en prendre au programme scolaire, d'attaquer les programmes scolaires. Et donc on y reviendra tout à l'heure parce que c'est un élément évidemment très, très important. Alors, ça a l'air simple, et on a essayé de faire les choses simplement dans cette charte de laïcité. Alors pourquoi est-ce qu'il y a encore ces difficultés, ces confusions dans la définition que l'enquête finale le montre? Moi j'ai une explication, alors elle n'est pas exclusive, hein, il y a la confusion dans la société, on parlera tout à l'heure de l'absence de formation initiale et de formation continue des enseignants, tout ça évidemment pèse beaucoup, mais ce qui pèse, je crois, de façon majeure, c'est que nous sommes toutes et tous ignorants de notre histoire sur la question laïque. On a oublié comment la laïcité est entrée dans notre école, et on a oublié comment la laïcité est entrée dans notre République. On ne sait plus, on ne sait pas que ça a commencé par l'école. On a commencé à séparer les églises de l'école avant de séparer les églises de l'État. On a oublié que c'est l'histoire d'un long processus. D'une certaine manière, les prémices de la laïcité existaient avant le mot qui la désigne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire un cours d'histoire, puis il y a des spécialistes dans la salle. Mais c'est vrai que quand les rois de France se sont efforcés et ont réussi à se détacher de la tutelle vaticane via le gallicanisme, c'était déjà une première façon de séparer le pouvoir royal, le pouvoir politique de l'époque, du pouvoir temporel. Évidemment, le siècle des Lumières, les philosophes ont permis de donner une construction intellectuelle à ce qui va devenir la laïcité. Et bien entendu, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'on voit l'affirmation, pour la première fois, sans utiliser le mot, mais de ce qui est tout de même la laïcité. L'article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses pendant que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Voilà. Et puis l'article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Le mot laïcité n'existe pas, mais on pose le principe là. Et on est clairement dans la construction de ce qui va devenir la laïcité. Bien entendu, vous le savez comme moi, il va falloir un siècle pour que ça commence à avoir une réalité. C'est-à-dire que là, on affiche un principe, mais c'est pas tout de suite que les Français vont avoir vraiment une liberté de penser et vont vraiment avoir la liberté de communication de leurs pensées ou de leurs opinions. Et donc, en effet, je vais très vite, bien sûr, ce qui a emporté vraiment l'affaire, c'est à la période, donc au début de la Troisième République, quand on fait entrer la laïcité dans les programmes scolaires. Alors comment ça se passe? Ça se passe de façon très, très simple, ça ne veut pas dire que ça a été facile. Avant Jules Ferry, il y avait la loi Guizot du 28 juin 1933 avec les programmes de l'enseignement primaire. Qu'est-ce que l'on lit dans la loi Guizot et les programmes de l'enseignement primaire, dans les premières lignes? L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse. J'ai mis religieuse en rouge, parce que fait Jules Ferry quand il fait voter sa loi du 28 mars 1882, c'est la loi sur l'obligation et la laïcité? Regardez, l'enseignement primaire comprend l'instruction morale et civique. Mes chers amis, c'est un mot qui a tout changé. On ne met pas le mot laïque, on ne met pas le mot laïcité, mais alors que les enseignants avant 1882 avaient l'obligation d'enseigner la religion à leurs élèves, c'était une matière obligatoire. Les institutrices et instituteurs conduisaient leurs enfants au catéchisme, conduisaient leurs enfants à la messe. Donc c'était obligatoire, pas de liberté évidemment de conscience dans ces conditions. Et on décide qu'il faut remplacer religieuse par civique, c'est-à-dire on fait une séparation entre les croyances et les connaissances de cette manière. Mais comme la République n'est pas anti-religieuse,
Les parents qui le souhaitent vont toujours pouvoir continuer à donner l'enseignement religieux s'ils le souhaitent à leurs enfants. Et quel est le dispositif imaginé par Jules Ferry? C'est l'article 2 de sa loi de mars 82. Il va libérer un jour dans la semaine, le jeudi. Les classes vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche pour permettre aux parents qui le souhaitent de donner l'instruction religieuse à leurs enfants. C'est l'origine du jeudi. Maintenant, c'est le mercredi. Mais donc, on a libéré une journée par semaine. On n'est pas séparé les religions de l'État et donc ici de l'école. Ça n'est pas une attaque entre les religions. C'est une clarification de ce que l'on doit faire. Et dans le débat parlementaire, d'ailleurs, Paul Maire, qui est le rapporteur de la loi, il dit clairement pourquoi ils sont en train de faire ça. C'est une chose fâcheuse que de diviser les enfants dès leur plus passage sur les bancs même de l'école et de leur apprendre d'abord non pas qu'ils sont français, mais qu'ils sont catholiques, protestants ou juifs. Notre projet de loi a pour but de ramener la paix là où s'agit aujourd'hui les querelles. Et la loi de mars 2004, c'est exactement dans cet esprit-là. Quand je suis professeur et que j'entre dans ma classe, je n'ai pas besoin de savoir que l'élève est musulman, juif, catholique, parce qu'il porte un signe religieux ostensible. Non. Ce sont des élèves, ce sont des futurs citoyens, et on ne doit pas les reconnaître d'abord comme appartenant à telle ou telle confession, mais parce qu'ils sont de futurs citoyens. Ça a l'air simple, je peux vous dire que ça a été un combat. Ça a été un combat parce que l'Église catholique s'est défendue. L'Église catholique a toujours considéré, et pour certains considèrent encore aujourd'hui, que les droits de Dieu sont supérieurs aux droits de l'homme. Et que donc il ne faut pas séparer les religions de l'école. Regardez ce que dit Monseigneur Frépel. Ah oui, tiens, un évêque et député, c'est possible à l'époque. Monseigneur Frépel, député à la Chambre des députés en décembre 80, l'enfant ne se dédouble pas. Chrétien dans sa famille, chrétien à l'église, il doit l'être également à l'école, par conséquent, vous devez l'y traiter comme tel. Donc on refuse absolument que l'enfant ne soit pas catholique quand il est à l'école. Et c'est un évêque qui le dit. Cet évêque, Monseigneur Frépel, il est hostile, furieusement hostile à la gratuité. On l'entend beaucoup dans les débats sur la gratuité. Il est furieusement hostile, bien entendu, à la laïcité. Il est furieusement hostile à l'obligation scolaire. Il est contre tout. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il y a un collège public du Bas qui porte son nom. Je laisse blâmer un deuxième nom générique. Que dit le député conservateur Keller? La conséquence de vos votes, si vous votez la séparation d'une certaine manière, la conséquence de cette séparation, vous voyez, ils ont bien compris les catholiques ce qu'on est en train de faire. Séparer les croyances des connaissances, la séparation de l'Église et de l'école, c'est l'établissement d'une nouvelle religion d'État, la pire de toutes celles qui consiste à n'en avoir aucune. Et ça fait écho encore aujourd'hui. On a toujours, les opposants à la laïcité ont toujours essayé de tendre un piège à la laïcité en disant c'est une opinion particulière. La laïcité, c'est l'athéisme. Et donc ça va forcément combattre les religions. Et si j'insiste autant là-dessus, c'est que dans l'esprit de certains intégristes religieux aujourd'hui, on a encore les mêmes arguments. Je suis, parce que c'est un peu mon métier, allé regarder ce qui se disait dans certaines officines intégristes. Et bon, j'hésite souvent avant de projeter cela, mais en étant adulte, on peut le faire. C'est la brochure de Daesh. C'est fou furieux, c'est criminel, c'est assassin. Qui sont très minoritaires, évidemment, et nos concitoyens de confession musulmane ne pensent absolument pas cela dans leur immense majorité. Et regardez ce qu'ils osent écrire aujourd'hui encore. La laïcité et la démocratie, c'est fausse religion. Leur caractère de mécréance. L'islam n'accepte pas la liberté de conscience, l'islam est une religion de justice et ne croit pas à l'égalité telle qu'elle est enseignée dans les écoles de la République. Le musulman doit savoir que le système éducatif français s'est construit contre la religion générale. Oui, toujours c'est exactement les arguments de Frépel et de Keller. Contre la religion générale, et que l'islam, en tant que seule religion de vérité, ne peut cohabiter avec cette laïcité fanatique. Formidable renversement. La laïcité fanatique, il faut oser l'écrire. Et ces gens-là osent tout, comme vous le savez, évidemment. Donc, ça a été un combat, et quand je dis que c'est regrettable que nous ayons oublié cette partie d'histoire de la laïcité, c'est que je suis convaincu que l'histoire de la laïcité explique pourquoi les Français sont aujourd'hui aussi attachés à ce principe-là. Parce que l'histoire de la laïcité, c'est l'histoire d'une méthode. Et cette méthode, c'est d'abord affirmer de façon très ferme un principe.
Et on ne déroge pas, on ne dévie pas. Je peux vous dire que Jules Ferry a dû se battre, y compris contre certains députés républicains qui ne voulaient pas aller jusque-là. Donc il s'est battu là-dessus. Mais la méthode, c'est associer une très grande fermeté avec beaucoup de pragmatisme, beaucoup de progressivité dans la mise en œuvre. Alors vous allez dire, pour l'instant, la progressivité, la mise en œuvre, on ne l'a pas beaucoup vu. Ça, c'est la loi de mars 1882. Pendant quelques semaines, le ministre fait travailler ses services, donc le DGESCO de l'époque, Ferdinand Buisson, et ils écrivent des programmes. Ils écrivent des programmes scolaires. Et les programmes scolaires sont publiés en juillet 1882. Et dans le programme scolaire, il y a bien entendu instruction morale et civique. Si vous allez voir dans le programme d'instruction morale et civique, au cours moyen, il y a un paragraphe concernant les devoirs envers sa famille, les devoirs envers la patrie. Je vais vous projeter une image qui va être insoutenable. Alors, il n'y a pas d'âme sensible. Qu'est-ce que l'on a dans les programmes laïcs de Jules Ferry en juillet 82, et qui sont donc des programmes obligatoires que les enseignants doivent évidemment mettre en application? Ah, je vous avais prévenu, c'est du brutal. Les devoirs envers Dieu. Les devoirs envers Dieu. L'instituteur n'est pas chargé, alors il y a un commentaire, l'instituteur n'est pas chargé de faire un cours ex professo sur la notion et les attributs de Dieu. L'enseignement qu'il doit donner à tous indistinctement se borne à 2 points. D'abord, il leur apprend à ne pas prononcer légèrement le nom de Dieu. Il associe étroitement dans leur esprit l'idée de la cause première avec un C majuscule, vous avez vu, C majuscule, la cause première. Donc ça, c'est dans le BO1 de l'époque officielle. Et de l'être parfait avec un E majuscule, un sentiment de respect et de vénération. Il habitue chacun d'eux à environner du même respect de cette notion de Dieu, alors même qu'elle se présenterait à lui sous des formes différentes de celles de sa propre religion. Donc on fait plein de cours de catéchisme. Il y a des dogmes religieux, on ne s'en occupe pas à l'école. On parle de Dieu en général, de la cause première, de l'être parfait. Ensuite, et sans s'occuper des prescriptions spéciales aux diverses communions, l'instituteur s'attache à faire comprendre et sentir à l'enfant que le premier hommage qu'il doit à la divinité, c'est l'obéissance aux lois de Dieu, telle que les lui révèle sa conscience et sa raison. Diable, si je puis dire. Les devoirs envers Dieu. Alors, pourquoi il fait ça, Jules Ferry? Il est ferme dans les principes, et vous voyez que là, voilà, on ne va pas jusqu'à enlever complètement dans les programmes la notion de Dieu. Eh bien, c'est parce que c'est un homme politique, c'est un homme d'État. La population française de l'époque est encore très très majoritairement catholique, de moins en moins pratiquant, mais quand même profondément catholique. Au passage, nos institutrices, nos instituteurs sont catholiques et vont à la messe. Et donc, il faut faire attention à ne pas blesser les consciences. Je vous rappelle qu'on vote à l'époque tous les 4 ans. On a voté en 1881. Les républicains sont majoritaires, mais les monarchistes et les conservateurs sont en embuscade. Nous, on sait que l'histoire s'est bien terminée, mais on va voter en 85 et on n'est pas sûr que les républicains resteront correctement installés au pouvoir en 1885. Moi, j'ai retrouvé dans les archives de Jules Ferry à Saint-Dié, qui sont maintenant à Épinal, une correspondance avec son épouse. Ferry s'est marié civilement. C'est pas un grenouille de bénitier, hein, Jules Ferry. Un libre penseur, marié civilement, il fallait être courageux à l'époque pour faire cela. Il écrit à son épouse, il dit « Je suis l'élu d'un peuple, donc les Vosgiens, qui aime la République, mais ce peuple fait des processions et construit des reposoirs. » Donc attention, il faut y aller doucement. Deuxièmement, c'est un positiviste. Libre penseur, je lui ai dit, il pense que par les progrès de l'instruction, les progrès de la science, les religions vont mourir de leur belle mort. Et c'est pas la peine de les brusquer. Ça va. Voilà. Donc voilà, il y a sans doute beaucoup d'autres œuvres, mais on n'a pas le temps. Donc, pragmatisme, progressivité. Alors, les devoirs envers Dieu, ils vont durer jusque quand? 1923. 40 ans. Ils vont être supprimés en 23, mais bon, on est quelques-uns dans la salle à savoir que le ministre qui les supprime Bérard, il s'est fait un peu forcer la main par son DGESCO de l'époque, Paul Lapie, et donc ça ne s'est pas passé de façon très très claire entre les deux. Pétain va les rétablir en 40, et puis ils disparaîtront complètement des programmes officiels en 1945. Une soixantaine d'années, si ce n'est pas de la progressivité, je ne sais pas ce que c'est que la progressivité. Autrement dit, on a pris le temps. On a pris le temps pour que les choses se mettent en place. Je peux vous donner un autre exemple, puisque je
crois que c'est assez parlant. Ça, c'est pas Ferry, c'est Goblet, René Goblet, en 1886, il décide que pour enseigner à l'école primaire, on ne pourra plus être religieux ou religieuse, uniquement des personnels laïcs. Ça, c'est la loi de 1886. Dans la loi Goblet de 86, on donne un délai de 5 ans pour les hommes. Silence. Il n'y a pas de délai pour les femmes. Pourquoi? Pragmatisme. Quand les Républicains viennent au pouvoir en 1879, quand Ferry devient ministre de l'Instruction publique, il y a à peine une dizaine d'écoles normales d'institutrices laïques en France. D'ailleurs, la première loi laïque, c'est la loi sur les écoles normales en 1879. Et donc en 1886, on n'a pas le personnel laïque féminin formé pour occuper les postes d'institutrices dans les écoles primaires publiques. Donc on a encore besoin des religieuses. Et les religieuses, on va les laisser en place quelques dizaines d'années. Dans la Picardie natale, il y avait à la bascule 1900 encore de vieilles religieuses dans quelques écoles primaires publiques. On les a laissées vieillir et remplacées au fur et à mesure par des personnels laïcs. Donc j'insiste lourdement là-dessus, parce que évidemment, quand une religion nouvelle entre guillemets, pas nouvelle, mais visiblement nouvelle sur le territoire, pose quelques soucis en termes de séparation, elle n'accepte pas encore complètement pour certains la séparation, ça veut dire qu'il va falloir un peu de temps aussi. Il faut accepter qu'il y ait ce temps, qu'il y ait ce dialogue, parce que c'est comme ça qu'on a procédé il y a quelques dizaines d'années. Donc, j'ai fait un long détour pour arriver maintenant au deuxième constat. Mais je vais aller plus vite. Le deuxième constat, c'est qu'en effet, il y a des difficultés. Après nous avoir dit que la situation est globalement apaisée, ce qui est vrai, il y a quand même des enseignants qui rencontrent des difficultés. Ces enseignants qui rencontrent des difficultés, on ne se trompe pas si on dit qu'ils sont entre 10 et 15%. 10 et 15% des enseignants nous disent qu'ils rencontrent des difficultés régulièrement ou de temps en temps. Si on élargit à rencontrer des difficultés vraiment rarement, on a en gros 30%. Mais le noyau dur de difficultés, c'est 10 à 15%. Et ça se manifeste, en effet, de façon plus préoccupante en éducation prioritaire. Quand on demande aux enseignants, de façon générale, les contestations du principe de laïcité vous semblent-elles ces dernières années influencées par l'actualité nationale ou internationale, vous voyez que la réponse est claire, 71%, oui, actualité nationale ou internationale. L'école n'est pas imperméable à ce qui se passe dans le reste du monde et dans le reste de la société française. Et quand on demande à ces enseignants qui rencontrent des difficultés, est-ce que c'est en diminution 14%? Est-ce que c'est stable 44%? Est-ce que c'est en augmentation 42%? C'est assez inquiétant, ça. Il n'y a pas énormément de difficultés, mais elles sont pas en diminution. On sent qu'il y a une pression là qui s'exerce sur nos écoles, sur nos collèges et sur nos lycées. Évidemment, on a demandé aux enseignants dans quel domaine ils rencontraient des difficultés. Et donc, c'est les 30, 35, 38% des enseignants qui, de façon générale, nous disent que de temps en temps, ou plus souvent, ils rencontrent des difficultés. Vous avez la liste là, mais vous la trouverez sur l'enquête du CNAL de façon plus précise. C'est classique, vous savez tout ça, dans les enseignements d'histoire-géographie. Évidemment, au moment des recueillements à la suite des attentats, en éducation physique et sportive, la question du corps, la question de la piscine, etc. Lors de l'enseignement laïque des faits religieux, vous voyez l'enseignement des sciences, on retrouve ici mixité filles et garçons. C'est pour ça qu'on a eu raison de mettre ça dans la chambre de la laïcité et des garçons, on va en reparler encore un petit peu tout à l'heure. Enseignement de lettres, de philosophie. Alors, vous ne l'avez pas là, mais vous l'avez sur le site du CNAL, évidemment à l'occasion de sorties scolaires. Dans les moments de restauration scolaire, il y a aussi des difficultés qui peuvent se poser. On est allé jusqu'à leur demander à ces enseignants qui rencontrent des difficultés, mais alors est-ce que pour ne pas avoir les difficultés, est-ce qu'il vous arrive de vous autocensurer dans votre enseignement? C'est la première fois qu'on pose cette question. On ose poser de façon aussi claire cette question aux enseignants. Et vous voyez que ceux qui rencontrent des difficultés nous disent oui,
l'ensemble des enseignants, 37%, nous disent oui, il arrive qu'on s'auto-censure. Et vous voyez que c'est beaucoup plus en éducation prioritaire qu'en dehors de l'éducation prioritaire. Ils nous donnent quantité d'exemples de parties de programmes qu'ils n'osent pas faire, etc. Ils nous disent aussi que plus que de l'autocensure, à certains moments, c'est faire attention à ce qu'ils disent, la manière dont ils le disent, les mots qu'ils utilisent, les formulations qu'ils emploient pour ne pas heurter les élèves. Mais il y a quand même de l'autocensure. Il y a un troisième constat, c'est que les actes, nous disent les enseignants, alors ça c'est sans doute ce qui nous a le plus interpellés, les actes ou paroles d'intolérance entre élèves, de racisme, d'antisémitisme, de pression à l'égard des filles, atteignent un niveau inquiétant dans notre système éducatif. Alors ça ne surprend que ceux qui ne savent pas que ces pressions-là sont aussi à l'œuvre dans l'ensemble de la société et que, encore une fois, les connaît pas. Vous avez les chiffres là. Donc, constatez-vous dans votre école ou dans votre établissement scolaire des paroles ou des actes d'intolérance entre les élèves, il n'y a que 20% d'enseignants qui nous disent jamais. Et regardez toute la suite, racisme, à nouveau pression à l'égard des filles. J'insiste lourdement pour vous dire, mais vous le savez, moi je le constate quand je vais dans les établissements et que je dialogue avec les élèves ou avec les personnels, il est dans certains établissements particulièrement difficile d'être aujourd'hui une jeune fille sereine, vivant sa vie de jeune fille dans certains établissements scolaires. Donc il faut qu'on y fasse évidemment très très attention. Revendication identitaire, communautarisme, antisémitisme. Là, et on l'a dit au ministre, puisque le ministre évidemment a participé au colloque sur lequel j'ai présenté les résultats de cette étude, le 13 juin dernier, nos enseignants là sont des lanceurs d'alerte. Ils nous disent attention, il y a un climat qui n'est pas très bon entre élèves. Et si vous allez voir le verbatim, ils nous disent quantité d'exemples, de paroles, d'actes qui évidemment nous stupéfient quand on sait que ce sont des paroles ou des actes qui sont effectués par les élèves qui sont dans nos établissements. Il y a un quatrième constat qui est l'appréciation par les enseignants des outils qu'ils reçoivent, des formations dont ils peuvent bénéficier. Là, on n'a pas tout le temps, mais ce que je peux vous dire, c'est que 74% des enseignants de ce pays n'ont jamais reçu de formation initiale en matière de laïcité. Ils sont passés à travers. 74%. Et quand ils reçoivent une formation initiale, les 26% qui restent, en fait, ils ne sont pas toujours satisfaits de cette formation initiale reçue. Donc ça aussi, c'est un message pour les instituts de formation. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a des modules de 3 heures, de 5 heures, c'est très varié. Sur la formation continue, c'est encore pire. 94% des enseignants n'ont jamais reçu de formation continue en matière de laïcité. 94%. Et par contre, ceux qui ont une formation continue sont plutôt satisfaits de la formation continue, contrairement à la formation initiale. Et il y a un cinquième constat. Quand on demande aux enseignants pourquoi est-ce qu'ils estiment que la laïcité est en danger en France, ce qui vient en premier dans les réponses des enseignants, c'est parce que les communautés culturelles et religieuses se mélangent de moins en moins en France. Pourquoi est-ce qu'il y a une partie à droite? C'est parce que l'IFOP a posé la même question à l'ensemble des Français. Donc vous avez le sentiment de l'ensemble des Français et le sentiment de nos seuls enseignants. Les Français sont plus inquiets d'une certaine manière que nos enseignants. 72% des Français estiment que la laïcité est en danger. Et il n'y a que, avec plein de guillemets, 50% des enseignants. Mais ce qui vient pour les enseignants, c'est le danger de communautarisme. 52%. Pour les Français, c'est moins, c'est 30%. Donc là, il y a un vrai sujet sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu. Il y a un risque, vous dites les enseignants, de communautarisme avec une société devenue multiculturelle qui risque de s'organiser en communauté indépendante. Alors, il ne faut sans doute pas exagérer le caractère totalement nouveau d'une société diverse, multiculturelle. On a
cette magnifique intervention. Alors, c'est de Braudel, Fernand Braudel, un grand historien qui, quelques temps avant sa mort, interviewe dans Le Monde en 1985, et il a cette magnifique formule, que moi je trouve absolument sublime: la France, ce sont des Frances qui ont été cousues ensemble. Cette formule admirable, ciselée, dit tout. Des France, oui, il y a eu les républicains de la Troisième République, mais, qui savent ça encore bien mieux que moi, ont été beaucoup moins éradicateurs des différences qu'on a dit. On a un historien qui est aujourd'hui recteur, Jean-François Chanet, qui a fait sa thèse sur les petites patries et qui a bien montré que, voilà, on prenait en compte aussi la diversité, bien entendu, avec aussi le souci de faire du commun, donc apprendre le français, mais prendre en compte la diversité des petits basques, les petits bretons, les petits picards, ne sont pas tous les mêmes. Donc on les prend en compte et on les supprime pas, on les coud ensemble. Moi je trouve que cette formule est absolument admirable. Et à la Ligue de l'enseignement, je vais dire quand même un petit mot de la Ligue de l'enseignement, c'est tout notre combat d'essayer de concilier diversité, prise en compte de la diversité et en même temps la nécessité de s'unir autour de valeurs communes et d'avoir cette culture partagée. C'est ce qu'on porte depuis Jean Massé, depuis le fondateur de la Ligue de l'enseignement depuis 1866. Ça veut dire que nous considérons, mais je pense que je peux parler pour beaucoup de monde, nous considérons qu'il est naturel qu'on établisse des liens avec des personnes avec lesquelles on se sent en affinité. C'est assez normal de se rassembler, de se regrouper. On n'imaginerait pas accuser de communautarisme l'amicale des Portugais de Paris. Voilà, ils se regroupent, ils font des fêtes ensemble. Bon, c'est assez normal. Et il est tout à fait possible, et notre école en est la preuve, de construire du commun, culture commune, et en même temps, comme on dirait aujourd'hui, d'être soi-même. C'est absolument pas incompatible. La société peut être diverse, mais elle doit aussi être fraternelle. Donc c'est ce qu'on essaie de faire dans notre système éducatif, à condition, et là je vais insister là-dessus, de bien prendre en compte 4 points qui, moi, me paraissent essentiels. 1, bien sûr qu'on peut créer des liens, et c'est tout à fait normal. Mais premier point, personne ne doit être contraint d'être membre d'une communauté qu'il n'a pas choisie librement. Ça, c'est le premier point. Sinon, on n'est pas dans un pays de liberté. L'appartenance à un groupe, c'est le résultat d'un choix qui n'est ni définitif ni exclusif. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point, c'est qu'il n'est évidemment pas question d'accepter des formes communautaires qui donneraient à des communautés des droits particuliers. C'est-à-dire que, pour reprendre mon exemple de l'amicale des Portugais de Paris, ils n'ont pas fait de loi spécifique aux Portugais de Paris, ils appliquent les lois de la République. Donc on peut se regrouper par affinité, mais dans une république comme la nôtre, qui n'est pas un pays anglo-saxon, on fait en sorte que ces regroupements ne s'organisent jamais en communauté. Troisième point, appartenir à une société commune, et ça s'adresse à l'ensemble de la société, y compris à ceux qui ne veulent pas faire partie d'un groupe particulier. Ça implique qu'il faut accepter de vivre avec des expressions de religiosité qui insupportent, avec des pratiques sociales qui hérissent. Et on a parfaitement le droit, dans une république comme la nôtre, d'être hérissé, d'être choqué et de critiquer telle ou telle pratique religieuse, telle ou telle pratique sociale. On a parfaitement le droit. Mais on ne peut pas les interdire si elles ne sont pas contraires à la loi. C'est Gandhi qui disait « on n'est pas obligé d'accepter ce qu'on tolère ». Et moi j'ajoute, dans une république laïque, on n'interdit pas tout ce qui dérange. Donc il faut qu'on se détende là-dessus. On a parfaitement le droit de dire « moi voilà, tel vêtement dans l'espace public, ça me dérange ». Ah oui, on a le droit de le dire. On a le droit même de s'organiser pour dire « voilà, on est contre ». Mais c'est la liberté d'expression. Si ça n'est pas contraire à la loi, on n'a pas le droit d'interdire. C'est aussi simple que ça, dans une république laïque. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça à l'école ? Eh bien c'est le 4e point.
Si on est bien d'accord tous ici ce soir pour dire que le but de l'école, la mission de l'école publique laïque, ça n'est pas de rendre tous les jeunes identiques, nous avons à prendre en compte cette diversité dans nos établissements scolaires. Sachant que pour se rassembler autour de valeurs communes, il n'est pas nécessaire de se ressembler. Se rassembler ne veut pas dire se ressembler. Et donc, dans nos établissements scolaires, il faut tenir les deux bouts, c'est-à-dire reconnaître effectivement qu'il y a une diversité, mais notre mission, c'est aussi de faire du commun. Et donc, des questions posées par les élèves, les enseignants nous en ont parlé dans cette enquête, des attitudes qui peuvent nous déranger, des contestations qui peuvent nous déranger, et qui, moi j'étais enseignant, et évidemment ce sont des choses qui dérangent les enseignants. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement des atteintes majeures à la laïcité. N'oublions pas que nous avons des adolescents en formation. Et ce que les enseignants interrogés par le CNAL nous ont dit, c'est que si on est correctement formé, vous avez vu que c'est déjà une première condition, si on travaille en équipe solidairement avec nos collègues, si on est soutenu par des outils, par une hiérarchie chez l'établissement qui est proche de nous et qui est à nos côtés, la plupart des problèmes que nous rencontrons, on peut les résoudre. On a des enseignants qui nous ont dit d'ailleurs, il vaut mieux que les élèves posent des questions, il vaut mieux qu'ils nous contestent. Après, c'est à nous de voir si on répond tout de suite ou si on laisse refroidir, etc. Le pire, nous disent les enseignants, c'est quand les élèves, on sait qu'ils contestent, mais ils se taisent. Ils n'en pensent pas moins. Donc là, effectivement, c'est des situations pédagogiques qui est évidemment beaucoup plus difficile de régler. D'une certaine manière, chez certains de nos jeunes adolescents, des attitudes qui peuvent nous déranger, c'est aussi pour eux une façon d'apprendre à être libre. Enfin, jusqu'où vont-ils pouvoir aller? Quelles sont les limites qu'on va pouvoir leur donner? Donc, cette quête d'identité, on considère que c'est quelque chose qui est parfaitement normal chez les adolescents, mais il faut les amener petit à petit à la philosophie, en fait, que moi j'adore, celle d'Aimé Césaire. Regardez ce que Aimé Césaire dit s'agissant de la quête d'identité. La quête d'identité, ça n'est ni tourner le dos au monde, ni faire sécession au monde, ni bouder l'avenir, ni s'enliser dans le repliement communautaire ou dans le ressentiment. Elle n'a de sens, cette quête d'identité, que s'il s'agit d'un réenracinement, bien sûr, certes, mais aussi d'un épanouissement, d'un dépassement et de la conquête d'une nouvelle et plus large fraternité. C'est absolument admirable. C'est-à-dire que oui, il y a une quête d'identité, oui, il faut se réenraciner, mais en même temps, il faut aussi s'épanouir, il faut se dépasser dans la conquête d'une nouvelle et plus large fraternité. Et donc, à l'école, il me semble, moi c'est un peu ce que à chaque fois j'essaie de donner quelques conseils là, quand je vais auprès des enseignants, et je leur dis, en fait, vous ne faites pas de bêtises si vous considérez que, évidemment, le dialogue doit être la règle, mais qu'en même temps, vous savez que tout n'est pas négociable. Et que donc, il y a des moments où il va falloir dire non. Et donc, il y a 3 repères qui, je crois, sont assez compréhensibles. Le premier, c'est de faire comprendre à nos jeunes que, bien sûr, nous sommes dans un pays de liberté, mais dans un pays de liberté, la liberté n'est jamais absolue, sinon c'est la liberté du renard dans le poulailler. C'est-à-dire que la liberté est toujours encadrée par la loi, et la loi, nos élèves, petit à petit, ceux qui nous contestent là, comprennent que la loi, ce n'est pas la loi d'un livre religieux, aussi respectable soit-il, ce livre, mais la loi est faite par les hommes. C'est l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, du corps ou de l'individu que peut exercer l'autorité qui en émane expressément. C'est comme ça, qui a séparé les religions de l'État. C'est l'État qui fait les lois, c'est les représentants du peuple qui font les lois. Il y a un deuxième repère, c'est que, bien sûr, nous sommes une république laïque dans laquelle l'État est neutre et les fonctionnaires ont un strict devoir de neutralité. Mais la neutralité n'est pas la mollesse. La neutralité n'est pas la faiblesse. Et donc, on n'est pas neutre en matière de valeurs. Et Jules Ferry n'a cessé de le répéter. Oui, nous sommes neutres sur le plan des religions, oui, bien sûr. Mais politiquement, nous ne sommes pas neutres. Alors, ce n'était pas une politique politicienne. Je vous demande, disait Ferry aux instituteurs, de former les républicains. Et nous avons des valeurs républicaines à défendre.
la liberté et l'égalité. Donc la neutralité, ce n'est pas la neutralité des valeurs. Et donc quand on est dans une école publique laïque, il y a un moment où le dialogue s'arrête tout simplement parce que c'est comme ça, il y a des valeurs qu'il faut absolument respecter. Le racisme n'a pas lieu de citer, la discrimination n'a pas lieu de citer, l'inégalité entre les filles et les garçons, non, je ne tente pas que de citer. Et puis il y a un troisième repère. On arrive petit à petit à construire avec les élèves, et au fur et à mesure qu'ils grandissent dans leur parcours scolaire, c'est qu'en effet, on peut croire, bien sûr, Jules Ferry avait cette magnifique formule pour définir les croyances. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Une croyance, c'est libre, c'est personnel et c'est variable. Donc, les croyances personnelles, on a parfaitement le droit d'en avoir, mais ce n'est pas dire une appartenance sociale. On n'est pas assigné à une croyance parce qu'on appartient à tel ou tel milieu social, on peut même en changer de croyance, on peut même ne pas en avoir. Donc, tout ça, bien sûr, il faut le faire. Mais, j'ai bientôt terminé, on n'ira pas très loin. Avec tous les efforts qu'on peut déployer pour faire comprendre aux élèves le principe de laïcité, on n'ira pas très loin si dans ce pays, on ne règle pas, un tant soit peu, la question sociale. Et là, je rejoins une autre de mes préoccupations, évidemment, et les travaux que j'ai pu faire sur la grande pauvreté. Parce que c'est la précarité, c'est la pauvreté, concentrée en plus dans certaines parties de notre territoire, dans des véritables ghettos, qui empêchent certains de nos concitoyens de se sentir vraiment en République. Liberté, égalité et fraternité, dans certaines parties de notre territoire, c'est vécu comme des incantations et sans beaucoup de réalité. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux parce que quand cette question sociale vient percuter la question religieuse, vous avez un phénomène qui peut devenir extrêmement dangereux pour notre pacte républicain. Parce que si certains de nos concitoyens estiment, à tort ou à raison, qu'ils n'ont pas eu les mêmes droits que les autres, vont-ils continuer à accepter d'avoir les mêmes devoirs que les autres? Si les services publics de l'État désertent certains territoires, il n'y a plus que l'école qui est présente dans certains territoires. Tous les autres services publics ont disparu. Eh bien, c'est à chaque fois la même chose. Quand l'État recule, les églises avancent et occupent évidemment la place laissée libre par la République. Et on le sait depuis longtemps, ça c'est ça qui est assez terrible, c'est qu'on sait depuis longtemps, Jaurès nous l'avait dit, la République doit être laïque et sociale, mais restera laïque parce qu'elle aura su être sociale. Il n'y aura pas de République laïque, il n'y aura pas de République du tout d'ailleurs, si les inégalités continuent à se creuser dans ce pays, et si les partis majeurs de nos concitoyens ne sont pas très rapidement recollés à l'ensemble de la communauté. Donc, il y a effectivement cette question qui est une question très lourde, et d'ailleurs l'Observateur de la laïcité en 2017 dans son rapport annuel dit les choses très clairement. La laïcité ne peut pas répondre à tous les maux de la société, qu'il s'agisse de la ghettoisation de certains quartiers ou de la perte de repères et de confiance dans l'avenir. Et oui, et d'une certaine manière, l'école ne peut pas non plus faire le travail que ne fait pas la société. C'est pas l'école qui a créé les ghettos urbains. C'est pas l'école qui ne parvient pas à résoudre la question du chômage. On parle du communautarisme de certains quartiers. Il y a même plusieurs personnes qui ont fait un livre il y a quelques années sur les territoires perdus de la République. Ça vous dit quelque chose? Mais moi, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a d'autres communautarismes dans notre pays aujourd'hui. Et je voudrais vous parler un instant du communautarisme du 16e arrondissement. On n'en parle jamais. Vous savez, il y a 2 ans, on a voulu installer dans cet arrondissement parisien, avec de très beaux immeubles, un tout petit immeuble pour des SDF. Vous avez eu la réaction d'une partie des habitants qui ont protesté parce qu'ils ne voulaient pas, je cite, de nuisance dans leur quartier. Que des citoyens osent appeler nuisance d'autres citoyens, ça en dit long tout de même sur le communautarisme des riches qui est en train aussi de se constituer dans ce pays. Jérôme Fourquet, le directeur de l'IFOP, qui a travaillé avec nous, il vient de faire pour la Fondation Jean Jaurès une étude 1985-2017 quand les classes favorisées font sécession.
Regardez ce texte, il est assez terrible, mais il dépeint très clairement la situation. La cohésion de la société française est mise à mal aujourd'hui par un processus presque invisible à l'œil nu, mais néanmoins lourd de conséquences. Il s'agit d'un processus de séparatisme social qui concerne toute une partie de la frange supérieure de la société. Les occasions de contact et d'interaction entre les catégories supérieures et le reste de la population sont en effet de moins en moins nombreuses. On le vit quotidiennement, ça, à l'école. Il y a des jeunes qui ne se parlent plus aujourd'hui dans ce pays, qui n'échangent plus, qui n'ont plus de projet commun selon qu'ils appartiennent à telle ou telle catégorie sociale. Et donc, en effet, il y a cette question sociale qu'il va falloir qu'on règle, sinon on aura de gros ennuis, ce qui n'empêche pas de dire que la question sociale n'explique pas tout et qu'il y a aussi, pour être naïf, des pressions religieuses qui s'exercent dans certaines parties du territoire, avec un certain nombre d'intégristes qui veulent remplacer par leur loi, la loi religieuse, la loi de la République. Donc il ne faut pas être naïf. Et ça pèse évidemment les enseignants bouddhistes sur nos écoles, sur nos collèges et sur nos lycées qui sont concernés par cela. Au terme de l'étude, en rassemblant tout ce que les enseignants ont pu nous dire, on a dit au ministre, il y a au moins 3 questions qui se posent à l'issue de cette étude du CNAL. La première, c'est est-ce qu'on peut enseigner sereinement la République dans un pays où le débat autour de la laïcité est souvent confus, la laïcité est souvent instrumentalisée, il y a telle ou telle parti politique qui s'est découvert laïque uniquement, une laïcité à tête chercheuse qui ne vise que l'islam, ça nous dit quelque chose, donc on voit bien qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'instrumentalisation. Donc dans ce contexte-là, les enseignants en fait demandent un discours clair sur ce qu'on doit dire de la laïcité, parce que c'est pas toujours très clair quand nos gouvernants s'expriment. Ils ont d'ailleurs utilisé, il y a un enseignant qui a utilisé une expression qu'on a repris dans notre rapport. En fait, il nous dit qu'il faudrait que l'État, le gouvernement, soit davantage jacobin en termes de valeurs. Dites-nous vraiment la mission qui est la nôtre, mais soyez girondins sur les modalités d'application. Laissez-nous un peu respirer, parce qu'on sait faire sur le terrain, et si vous nous donnez le cap, on saura faire des choses. Est-ce qu'on peut vivre la laïcité dans un pays qui a laissé se ghettoiser des parties entières du territoire? J'en ai dit un mot. Vous le savez bien, on a des établissements scolaires aujourd'hui qui concentrent les 2 tiers, pour ne pas dire les 3 quarts de leur population scolaire défavorisée, alors que d'autres concentrent 2 tiers ou 3 quarts de population favorisée. Ça veut dire que d'une certaine manière, on est en train, depuis plusieurs années, de former des élites, entre guillemets élites, qui n'auront jamais vu près un enfant du peuple dans leur scolarité. Ce qui pose évidemment un petit souci quand on prétend à gouverner tout le monde. On aura beaucoup de difficultés à réinstaurer de la mixité sociale et scolaire si on ne repose pas la question du dualisme scolaire. On peut, à la Ligue de l'enseignement et au Comité national d'action laïque, on pose cette question tranquillement, sans rallumer la guerre scolaire, mais tout de même, le séparatisme scolaire et le séparatisme social, il est aussi à l'œuvre parce qu'on a cru bon dans ce pays en 1959 faire en sorte que la République finance la concurrence de son école publique en finançant l'école privée. Et il y a aujourd'hui 2 fois plus de boursiers dans l'école publique que dans l'école privée. Et donc, d'une certaine manière, l'école privée ne nous aide pas à faire de la mixité sociale et scolaire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut fermer les écoles privées, mais je suis en train de vous dire qu'avec la masse d'argent considérable que la République donne à l'école privée, il va peut-être falloir un jour exiger quelques contreparties, notamment en matière de mixité sociale et de mixité scolaire. Et puis, il va falloir peut-être un jour qu'on sache combien ça coûte tout ça. J'ouvre une parenthèse, comme j'étais président du CNAL, je suis allé à la Cour des comptes l'année dernière avec le secrétaire général du CNAL. On est allés tous les deux à la Cour des comptes et on leur a dit mais on aimerait bien savoir combien coûte l'enseignement privé dans ce pays. Alors on sait pour l'État parce qu'on paye les salaires des enseignants, mais on ne sait pas trop pour les collectivités territoriales et on sait encore moins pour les entreprises et les fondations qui donnent beaucoup. Et avec la défiscalisation, évidemment, ça pèse sur le budget de la nation. Et je vous dis tranquillement comment la Cour des comptes nous a répondu. La Cour des comptes nous a dit on ne sait pas faire. Voilà, la Cour, évidemment, on n'a pas trouvé un mot. Donc il n'y a pas de volonté. En fait, il n'y a pas de volonté d'aller évaluer concrètement combien ça coûte aux citoyens. Troisième question, est-ce qu'on peut faire
l'échec scolaire des enfants de milieux populaires, qui est quand même un vrai souci dans notre pays, puisque je vous le rappelle, la France est le pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur le destin scolaire des enfants. Nous sommes le pays de l'OCDE dans lequel il ne fait pas bon être enfant du peuple, parce que dans un système éducatif qui est remarquablement organisé pour trier, pour sélectionner, sans se faire à la il n'est pas facile d'être un élève en difficulté. On est très très vite mis en très grande situation de décrochage et d'exclusion. Et la mesure récente qui a été prise de supprimer pour les enfants du peuple, pour tous les autres, mais les enfants du peuple en sont des victimes les plus majeures, une matinée de classe, ne va pas dans le sens d'améliorer la réussite scolaire des enfants du peuple. Ce pays est devenu fou. Nous sommes le seul pays au monde à avoir déscolarisé ses enfants une matinée de classe par semaine. Le seul pays au monde. Vous entendez bien, aucun pays au monde n'a fait cette folie. Accessoirement, on est le seul pays au monde où les enfants sont fatigués quand ils vont travailler 5 matinées de classe. Il doit y avoir un truc, une sorte de microclimat dans ce pays qui fatigue les enfants quand ils vont à l'école. On déscolarise les enfants dans ce pays. Alors, évidemment, ça ne va pas pénaliser les enfants d'enseignants. Ça ne va pas pénaliser les enfants d'ingénieurs, de cadres, de notaires, de médecins. Leurs enfants, le mercredi matin, ils sont au conservatoire ou au Bonnet Club. Mais ils sont où les enfants des autres? Ils sont où le mercredi matin quand ils sont pas à l'école? Les adultes de ce pays, tous les adultes de ce pays se sont mis d'accord sur le dos des enfants et évidemment, nous paierons très cher ce que nous avons fait collectivement en déscolarisant les enfants. Alors, tout ça pour dire que, en fait, la clé de tout ça, elle est dans notre Constitution. Et je vais terminer par là. Dans l'article 1 de la Charte de la laïcité, vous avez reproduit l'article 1 de notre Constitution de 1958 qui reprend elle-même les attendus de la Constitution de 1946. C'est la première phrase. Quand on a compris la première phrase, on a tout compris sur ce qu'il faut faire dans ce pays. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Indivisible. Les constituants de 1946 et ceux de 1958, en mettant indivisible au tout début, savaient ce qu'ils faisaient. Ils voulaient attirer notre attention sur quelque chose. Sur quoi? Indivisible. Vous avez peut-être entendu des gens dire « la France est une république une et indivisible ». C'est faux. La France n'est pas une république une et indivisible. Ceux qui disent une et indivisible sont ceux qui, en fait, acceptent le moins la diversité. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot indivisible? Il y a deux choses. Indivisible, ça veut dire que les constituants de 1946 reconnaissent, et ceux de 1958 reconnaissent que la France est diverse. Des Frances différentes qui ont été cousues ensemble. C'est pas une, c'est plusieurs. Mais dans le mot indivisible, il y a une deuxième chose. C'est qu'on refuse en France, dans notre République française, on refuse que ces diversités s'organisent structurellement en communautés indépendantes les unes des autres qui font leur propre loi. C'est indivisible. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Indivisible. Et c'est extrêmement compliqué de reconnaître la diversité, de prendre en compte la diversité et de dire attention, cette diversité ne doit pas déraper en communautés étanches les unes par rapport aux autres. Et les constituants nous donnent le mode d'emploi. Si vous voulez que ça soit possible, ça, mesdames et messieurs, les citoyens français, il faut que cette République soit en même temps laïque, en même temps démocratique et en même temps sociale. Autrement dit, si on ne fait pas ces trois choses, on restera indivisible. En gros, c'est le message. Merci de votre attention.